Un assassin qui n'assassine pas grand monde, un roman de science-fiction perturbant, une bonne sœur star de l'époque, un peu de poésie et de ballon rond en souhaitant de road foot, même si, bon, très frustrant. Pas de but mis dans le jeu, aucun, un contre son camp et un penalty. Pas ouf comme le dernier livre de Stephen King que j'ai lu. Et enfin, le plus grand classique de la fantasy. Alors, qu'est-ce qu'on a lu en mars? 6 livres ce mois-ci, on compense un peu le mois de février plus léger, où j'ai dit que la vidéo serait plus courte, mais au final, où j'ai été très bavard, puisque elle fait partie du top 3 des vidéos les plus longues de ma chaîne. Je suis un peu un escroc quand même, c'est dans les moyennes habituelles. Habituel n'était pas le nombre de vues. Cette vidéo a particulièrement bidé, tant au niveau du nombre de vues que du nombre d'impressions. Le nombre d'impressions, c'est le nombre de fois où elle apparaît en recommandation, et 10 fois inférieur à mes vidéos habituelles. J'ai une théorie, la théorie c'est que YouTube n'aime pas les grossièretés, et que le dernier bouquin s'intitule Cher. Alors bien sûr, je vais bidé, mais Cher est inscrit partout, que ça soit dans la description, machin et tout, et que l'algorithme a dit mais cet homme est grossier, c'est ciao. Bref, on sera moins bavard ici, c'est ce que j'ai écrit, mais c'est déjà pas le cas. Qu'est-ce qu'on a lu en mars? On a lu le tome 2 de l'Assassin Royal, qui s'intitule L'Assassin du Roi. Déjà, le titre est naze. On a 6 tomes pour ce premier cycle de l'Assassin du Roi. Aux États-Unis, il y en a que 3, donc on va inventer des titres, mais L'Assassin du Roi, pour une saga qui s'appelle l'Assassin Royal, c'est un titre nul. Voilà. En octobre passé, on avait commencé la lecture de cette gigantesque saga de la fantasy, qui s'intitule L'Assassin Royal, qui est écrit par Robin Hobb et publié entre 1995 et 2017, avec 19 tomes, 3 sites différents, je m'y perds, je sais plus où j'en suis. Chez nous, c'est publié par Pygmalion, et moi je suis un type de poche. Alors là, on a la version poche de J'ai lu. Ce second tome, il est paru en 1999, et si je ne suis pas la moitié d'un idiot, c'est la seconde partie du premier tome aux US, puisque le premier cycle est composé de 3 tomes dans la version originale, comme je vous disais, mais de 6 tomes dans la traduction française. Enfin, un souci économique, je pense, c'est plus vendeur 6 bouquins que 3. Donc, si vous vous en souvenez, ou si vous avez lu, dans le premier tome où on présentait Fitz, qui est un petit garçon de 6 ans, qui est abandonné par son grand-père devant une caserne militaire. Dans ce pays, dans cet univers, Fitz, ça signifie bâtard. Il s'avère que le petit, c'est l'enfant illégitime du prétendant au trône des 6 duchés. Aimé par certains, détesté par d'autres, Fitz, il reçoit un enseignement particulier. Il va devenir l'assassin du roi. C'était pas assez évident. Et on va l'envoyer là où une discrétion et des talents particuliers sont nécessaires pour arranger les choses. Et donc, dans ce second tome, on retrouve Fitz, qui est grandement affaibli suite à sa précédente mission. Tandis qu'il essaie de se rétablir, les pirates rouges envahissent le pays et transforment tout le monde en espèce de zombies de pierre. Et alors, qu'est-ce qu'on pense de ce deuxième tome ou de cette deuxième partie du premier tome de l'Assassin Royal? J'avais beaucoup aimé la première partie, qui était vraiment solide dans sa construction d'un univers vaste et cohérent, qui proposait des enjeux intéressants sans trop en dévoiler, avec un personnage principal assez attachant, une galerie de personnages secondaires plutôt efficace, mais ce deuxième tome il déçoit. On y suit Fitz, adolescent, qui fait des trucs d'adolescent. Il y a toute une intrigue romantique avec le fat personnage de Molly, et les deux ils savent pas communiquer entre eux. On a tout un tas de situations pas franchement engageantes, où ils osent pas se déclarer leurs flammes respectives. Ils s'en veulent pour ça et tout, il y a des quiproquos. C'est pas franchement intéressant, c'est pas franchement bien écrit. Et les meilleurs passages, c'est ceux des intrigues politiques avec les pirates rouges et de fantasy en tant que telles en fait. Elles sont beaucoup trop discrètes. Elles sont bien, mais elles sont beaucoup trop discrètes. On a un univers qui s'étoffe un peu plus et ça c'est bien, mais du coup je sais que l'univers est plein de potentiel et j'ai bien entendu continuer à l'explorer. Donc un pseudo-Dan comme ça me dérange pas. Mais dès le deuxième tome quand même, c'est un peu dommage. Ensuite, on a lu Annihilation de Jeff Vandermeer, un auteur américain. Annihilation, c'est publié en France en 2016 et c'est le premier tome d'une trilogie qui s'intitule Le Rempart Sud. La série va se poursuivre avec Autorité, publié l'année d'après, puis avec Acceptation en 2018. Annihilation, ça a quand même remporté quelques prix littéraires de science-fiction. Le prix Nebula 2014, le prix Charlie Jackson 2014, et il a été adapté en film par Alex Garland pour Netflix en 2018. Alex Garland, c'est le réalisateur de Civil War, qui a fait le buzz récemment là sur une guerre civile aux États-Unis. Et chez nous, le film Annihilation il est sorti directement sur Netflix, bien qu'il ait une sortie aux États-Unis au cinéma, parce que les premières critiques étaient très mauvaises et ils se sont dit qu'une sortie internationale, ça allait pas fonctionner. Alors honnêtement, c'est pas un mauvais film, pas exceptionnel non plus, mais la direction artistique et la photographie, c'était vraiment très cool, très belle, et le mystère du bouquin, il était parfaitement retranscrit. Mais sinon, Annihilation, ça parle de quoi? Donc je galère un peu en essayant de résumer le bouquin, mais sommairement, il y a une zone qui est apparue aux États-Unis, qui s'intitule la zone X. Cette zone, elle s'étend de plus en plus, de manière incompréhensible pour les scientifiques. Pour essayer de résoudre cette énigme, il y a des expéditions qui vont être envoyées pour récupérer des données en fait, et aucune des expéditions n'est revenue en vie. Dans ce contexte est envoyée la 12e expédition, qui est composée de 4 femmes qui vont jamais être nommées dans le récit. Une biologiste, une anthropologue, une psychologue et une géomètre. L'histoire, elle est narrée à travers le journal de bord de la biologiste, et plus ces cas scientifiques vont s'enfoncer dans la zone X, plus elles vont être victimes d'événements indéfinissables qui s'y produisent, et plus on va saisir ce qui est arrivé aux expéditions précédentes et au mari de la biologiste qui faisait partie de l'expédition précédente. Et alors, on pense quoi d'Annihilation Alors,
on pense quoi d'annihilation? Ouais, carrément. Et bah c'était génial, hein. Le roman il s'installe assez immédiatement parmi mes références de la science-fiction. Il est très court, 220 pages, et donc ultra efficace par nécessité. Au fur et à mesure, on en apprend de plus en plus sur la zone X, qui est une zone mystérieuse avec une biologie inexplicable qu'on suppose extraterrestre, et on en veut encore plus, hein. C'est distillé vraiment avec justesse. Et la zone X en elle-même, quelle dinguerie. Son fonctionnement, sa géographie, ses conséquences, mais surtout son atmosphère, tout est majestueusement écrit et réalisé. Et c'est surtout cette atmosphère en fait qui remporte la palme, une atmosphère qui est inquiétante, d'une inquiétude majestueuse, véritablement prenante et époustouflante. Ensuite, on a lu Hildegarde de Léo Henry. Alors, j'ai une histoire marrante à vous raconter à propos d'Hildegarde. Comme vous le savez ou pas, j'adore Alain Damasio. La Horde du Contrevent est de très loin mon roman favori. J'en ai fait une vidéo hommage dont je suis assez fier. N'hésitez pas à la consulter hein, si ça vous dit. Je bois les paroles d'Alain Damasio comme du petit lait, c'est délicieux. Je tombe sur une vidéo de Combini en février 2021 dans laquelle il déambule dans une librairie là et puis il conseille les romans qu'il voit. Et il se promène tranquillement là et bim, il tombe sur Hildegarde de Léo Henry. Il en dit que du bien et il parle de Léo Henry comme un des nouveaux génies de la fantasy et de la science-fiction. C'est deux genres qui me tiennent particulièrement à cœur et du coup je me dis banco, hein, un gars que je connais pas qui fait des trucs de ouf conseillé par Alain Damasio, bah ni une ni deux, je me l'achète. En tout cas, j'essaie de le procurer. Qui est pas facile hein, parce qu'il a été publié en très petite quantité et je le trouve nulle part sans vraiment le chercher très fort. Hein. Quand je me décide enfin à l'obtenir, je trouve plus du tout, il est disponible nulle part, je le commande, la commande s'annule, il est envoyé à droite à gauche, bref, je galère mais je l'obtiens enfin. Et après tous ces efforts, bah j'avais énormément d'attentes. Et Hildegarde, de quoi ça parle? Bah j'avais jamais lu un truc comme ça. C'est un livre qui est pour moi hors du temps et de l'espace. Je m'en sens pas la compétence d'en faire le résumé. Donc on va prendre le synopsis officiel que voici. Religieuse, visionnaire, scientifique, poétesse et compositrice, l'abbesse Hildegarde de Bingen n'a cessé depuis sa mort d'inspirer femmes et hommes. Figure totale du Moyen-Âge européen, elle déborde des limites du XIIe siècle et de la vallée du Rhin où elle vécut depuis sa berge de fleuve entre Mayence et Cologne. Hildegarde rayonne sur l'univers entier. Née au moment où la première croisade arrive à Jérusalem, elle meurt tandis que naissent les premiers chevaliers de Rohan. À son expérience de femme de pouvoir, son œuvre mêle observation et vision, unissant sous une même énergie vitale les mondes réels, imaginaires et divins. Léo Henry crée, autour de Hildegarde, un livre-monde qui emprunte ses formes autant au récit épique qu'à la géographie ou au roman picaresque. Une fresque qui court de la création du monde à l'apocalypse et explore l'intrication du temps qui passe et des histoires que nous nous racontons. Inclassable et foisonnant, Hildegarde est un roman merveilleux, un roman de l'émerveillement. Et alors, bah, qu'est-ce qu'on en pense, quoi, dit? Bonne question, mon pote. Je sais pas du tout quoi en penser, en fait. Parce que déjà, le personnage d'Hildegarde, il n'arrive qu'à la moitié du roman. Le roman lui-même divisé en plusieurs parties, et encore, si elle arrive, elle n'apparaît pas, elle est que mentionnée. Les différentes parties n'ont qu'un lien ténu entre elles. Tout d'abord, on explore le destin tragique de plusieurs saints. Puis après, on a une histoire de croisade à Jérusalem. Puis on explore un monastère. À la fin du récit, il y a un chapitre qui s'appelle Apocalypse, qui est sur la fin du monde avec l'antéchrist et tout. Bah c'est le bordel, et je me suis jamais autant perdu dans un roman, quoi. Je savais pas ce que je lisais, je savais pas de quoi il était question, ce qu'il en était. Néanmoins, c'est très beau. Le style de Léo Henry, il est particulièrement poétique et doux, mais il en reste une perte globale. J'y ai vu qu'un exposé d'une époque dans un contexte religieux qui m'intéresse pas forcément. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, et pour une fois, bah je te remercie pas Alain, tu m'as menti sur la marchandise. Ensuite, on a lu Biette footballistique. Biette footballistique, c'est un recueil de poésie écrit par Valentin Dedon, et c'est publié par les éditions du Volcan en 2020. C'est là le bouquin le moins connu que j'ai eu à chroniquer, mais c'est un recueil qui me touche particulièrement, parce qu'il s'avère que Valentin Dedon, il est fan de foot comme moi, et de littérature comme moi. Et le foot, bah ça tient une grande part dans ma vie, une part assez frustrante d'ailleurs, hein, puisque je supporte le valeureux club d'Angesco. Bon, comme Valentin Dedon d'ailleurs, hein, parce que on lui a demandé son 11 rêvé, 11 footballeurs qu'il mettrait sur un terrain de foot s'il était coach, et bah il met Vincent Manceau, hein. Enfant du SCO certes, mais pas très bon joueur de foot non plus, avec Zinedine Zidane, ce qui me convient parfaitement. Bref, amoureux de ces deux domaines, Dedon décide de les rassembler, d'écrire des pensées tout le temps sincères, parfois fugitives sur le foot, sous la forme d'un recueil en prose. On peut pas vraiment résumer Biette footballistique. Valentin Dedon, il découpe son bouquin en chapitres, sans pour autant que ceci soit nécessaire. On dirait tout autant plus un classement subjectif pour lui de catégories de pensée. Parfois, l'auteur il fait le lien entre football et littérature, mais pas systématiquement. On a surtout une vision nostalgique du football, la vision d'un trentenaire qui sait que ses plus belles années de foot sont derrière lui et qui s'en souvient déjà avec amour. Alors qu'est-ce qu'on pense de ce recueil de nouvelles de Biette footballistique? Bah j'ai clairement apprécié ce recueil qui est très décousu mais qui est toujours touchant parce que bah je m'y reconnais beaucoup en fait. Moins sur certaines choses puisque j'ai arrêté assez tôt la pratique du football, mais j'ai toujours eu cette passion, cette envie d'y retourner, confronté au temps qui passe et au corps qui lâche. Enfin j'ai 27 ans, mon corps ne lâche pas. Mais
Et si ça me touche et que ça me parle, ben c'est que c'est une réussite. Ensuite, j'ai lu Après de Stephen King, encore lui, toujours lui. Et ouais, on n'arrête jamais. Le précédent que j'ai lu, c'était Cellulaire et c'était vraiment pas mal. On en a parlé le mois dernier. Après, c'est le 54e bouquin du King que je lis et publié en 2021 par Albin Michel, comme toujours, entre le très bon L'Institut et Billy Summers, dont on discutera très bientôt. C'est le 75e bouquin du King qui est publié, c'est forcément très impressionnant. Bon, j'ai plus rien à vous dire d'autre sur le bonhomme, maintenant vous le connaissez au moins aussi bien que moi. Après, de quoi ça parle? Et ben on y suit Jamie Conklin, qui est l'enfant d'une mère célibataire qui galère en pleine crise des subprimes en 2008 là. Et Jamie, c'est pas un enfant normal parce qu'il a une particularité, il a le pouvoir de voir les morts. Ouais, comme dans le 6e sens de Night Shyamalan, tout pareil. Et c'est un Jamie adulte qui va narrer son enfance étrange avec ce pouvoir, plusieurs situations traumatiques au cours desquelles il a dû utiliser ce pouvoir, quoi. Et alors, qu'est-ce qu'on en pense? Et bah bof, hein. Là on a un petit Stephen King sans saveur, là, comme il arrive de temps en temps. Les critiques nous disent que Stephen King est à son meilleur, que c'est une histoire touchante et terrifiante sur l'innocence perdue et sur ce qui nous amène à tester notre sens du bien et du mal. Alors, l'histoire, elle n'est pas tellement touchante, ni véritablement terrifiante. On traite bien de l'innocence perdue, certes, mais il y a toujours une certaine distance avec tous les personnages et toutes les situations. Donc c'est pas très touchant. Comme si le bouquin il répondait à une espèce de commande et que Stephen King il avait pas un énorme intérêt pour l'intrigue. Là il devait signer son bouquin de l'année. Et donc hop là. Et en même temps, au bout de 75 bouquins, peut-être que t'as pas toujours des bonnes idées. Autre point qui m'a fortement déçu, et tout au long du bouquin, on se demande qui est le père de Jamie. Il cherche un peu, il questionne sa mère sans pour autant que quelqu'un lui réponde concrètement. Et bah la réponse, elle vient à la fin du roman, et c'est la réponse la plus déceptive et la plus dérangeante possible. Merci. Surtout qu'elle rapporte rien au personnage, elle apporte rien à l'intrigue, rien à rien, et j'ai pas compris pourquoi il a écrit ça, le King, mais c'est vraiment naze. Pour finir, on a lu La Communauté de l'Anneau, le premier tome du Seigneur des Anneaux. On l'a pas lu, on l'a relu. Ouais, parce que c'est la 3e fois que je le lisais. Enfin, surtout la 2e, hein, parce que la première, j'étais trop jeune et que je me suis ennuyé, il faut le dire. Du coup, j'avais pas apprécié ça à sa juste valeur. Est-ce qu'il y a encore besoin de présenter ce monument de la littérature mondiale? Le Seigneur des Anneaux est une œuvre majeure de la littérature et de la fantasy. Ça a été publié en 3 tomes, entre 54 et 55, bien que Tolkien voulait que ça soit une seule et unique œuvre. Donc c'est écrit par J.R.R. Tolkien, qui est né en 1892 et qui est décédé en 1973. Le Hobbit, qui est publié en 1937, est la première pierre publique, du moins, de l'univers de la Terre du Milieu. Univers que Tolkien explorera tout au long de sa vie et qui laissera à ses enfants ensuite pour notre plus grand bonheur. Il est le père de la fantasy moderne, Game of Thrones, l'Assassin Royal, tout ça, c'est lui, de base, c'est lui. L'adaptation de Peter Jackson en 2001, 2002, 2003 a bercé mon enfance, mon adolescence et ma vie de jeune adulte. C'est une œuvre qui est importante pour moi, qui est trop importante pour moi en fait pour que mes mots lui rendent justice. De quoi il est question dans La Communauté de l'Anneau? 60 ans après les événements du Hobbit, on retrouve la belle et tranquille Comté, qui s'apprête à fêter les 111 ans de Bilbon, ainsi que les 33 ans de Frodon. Lors de cet anniversaire, au cours duquel le magicien Gandalf est aussi invité, Bilbon va léguer malgré lui son étrange anneau à Frodon. Cet anneau, il s'agit de l'anneau unique, forgé dans le Mont Destin, qui appartient à Sauron. Le maître des ténèbres y a mis sa puissance, et il le charge désespérément, afin de détruire l'anneau et de détruire Sauron, à l'accoutumée par ailleurs. 9 personnes de 5 races différentes vont s'associer et former la Communauté de l'Anneau pour se rendre au Mont Destin. C'est l'endroit où on peut détruire cet artefact. Bah alors qu'est-ce qu'on en pense? C'est forcément génial et je peux pas dire autre chose. Et là se pose ma limite en tant que critique amateur. Rien de ce que je vais dire est nouveau sur le Seigneur des Anneaux et tout a été dit par quelqu'un de plus expert que moi. Le fait est qu'on tient entre nos mains une pièce maîtresse de la littérature. Tout y est génial, bien que parfois exigeant. Je vais pas en dire beaucoup plus. Si vous êtes lecteur ou lectrice de fantasy, vous vous devez de lire L'Origine de tout. C'est évidemment ma recommandation du mois. Sinon, ce serait Annihilation, parce que c'est vraiment très bien. Merci pour votre écoute. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à donner de la force à celle-ci, puisque la précédente n'a pas fonctionné. Le mois prochain, on va parler d'un tueur d'enfants en Russie, sous Staline. Belle ambiance. On va discuter d'un gars qui a 1000 personnalités. On va lire Dostoïevski et on va aborder le dernier roman de Denis Lehan. Et les deux tours aussi, bien évidemment. Alors, à la prochaine!